podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les previews. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. On enchaîne avec l'AFC Nord, pour ceux qui ne nous auraient pas à l'image, donc la division des Bengals, des Ravens, des Steelers et des Browns. Division très serrée sur le papier, je pense une des plus compliquées à pronostiquer. Et je te propose, comme toujours, que l'on fasse honneur à la première équipe de cette division, les Bengals, Alex. C'est ça, les Bengals qui ont fini en 12-4, qui ont fait finale de conférence l'été dernier, qui ont perdu contre les Chiefs en conférence après avoir battu les Bills au Divisional Round. Et c'est tout. Et ouais, c'est tout. Non, et les Ravens en wild card aussi. Oui, c'est vrai, il y a eu les Ravens avant, c'est vrai. Ils ont du coup perdu en finale de conf. Voilà. Ils avaient fait un bilan de 12-4. Cette année, ils ont une cote vainqueur de division à 2,40. C'est la plus basse de la division. Et ils ont gardé le même coaching staff depuis 2019. Exact Taylor, Brian Callahan et Lou Anarumo. C'est pas mal. La continuité 2019, une saison de plus, les mêmes personnes, pas de raison de changer. Parce que cette équipe a déjà atteint le Super Bowl. L'année dernière, ça échoue contre les Chiefs, qui sont pas si loin. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que Zach Taylor fait pas partie des coachs qui sont immédiatement en danger. Je pense pas. Puis il les a amenés au Super Bowl, donc je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent sauter avant. Je pense qu'il est assez tranquille, et puis avec le matos, ça devrait aller. Et je me deviens un peu plus frileux, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu ton hésitation à te positionner. Pas question piège, Zach Taylor, c'est top combien des coachs? Déjà, je me suis rendu compte que j'avais écrit un joueur d'une autre équipe en joueur clé pour les Bengals. Donc je m'en suis rendu compte suffisamment en avance pour éviter tout problème. Ah oui, c'est les petits soucis de la préparation en pleine chaleur. Ouais, clairement, là, ça commence à tourner la tête. L'eau, il souffle pas assez. La clim, c'est trop cher. Puis bon, c'est bon, faut nous laisser tranquille, quoi. 2 équipes dans la même division qui jouent en orange et noir, franchement... Non, moi, c'est même pas une équipe qui joue dans la même division, en plus. J'ai vu Samadji Piraille, une équipe qui commence en B et qui joue en orange. Allez, c'est parti. On parle des Broncos, pas du tout. Alors, un joueur clé pour les Bengals, Russell Wilson. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Non, mais c'est bien, tu t'es rattrapé à temps. Et heureusement, puisqu'on va attaquer les mouvements de l'intersaison. Et Alex, nous avons la même recrue majeure. Ouais, bah c'est Orlando Brown qui arrive du côté des Bengals, qui complète ce jeu de chaise musicale avec les Jaguars et les Chiefs, Ouais. puisque les Chiefs qui ont récupéré Javon Taylor des Jaguars, qui ont perdu Orlando Brown au profit des Bengals. Au final, c'est entre guillemets que les Jaguars qui perdent dans cette affaire. Donc, ouais, non, une super recrue, ça va aider à ouvrir des brèches encore plus, à protéger Joe Burrow dans une équipe qui veut beaucoup lancer la balle. Et puis voilà, quoi, donc c'est top. Ouais, bah, totalement d'accord. Faut éviter les grosses blessures pour Joe Burrow. Très clairement, c'est un QB qui est encore un peu trop saqué depuis le début de sa carrière. Je pense que là, le souhait, c'est vraiment d'aller le protéger à fond. Ils ont un jeu au sol où, on en parlera après, mais voilà, et Mixon, ça a été contractuellement longtemps difficile. Donc, voir ce qui va se passer, mais ce renfort au sol était un petit peu indispensable. Donc, très bonne recrue, hein. Je pense que clairement, ça fait partie des signatures. On est très, très content. Et je vais enchaîner avec ma perte, du coup, vu que j'ai commencé à parler du jeu au sol. Ils ont perdu Samadji Pirine. Pour moi, c'est un peu plus important que juste se dire ils ont perdu leur running back numéro 2. Comme je l'ai dit, alors Mixon, il a négocié un pay cut pour
pour jouer encore le titre, selon ses dires. Il a- J'ai plus l'impression que c'est un mec qui... Il a négocié un pay cut comme un sorti d'école a négocié un salaire, quoi. Ouais, non, mais voilà, exactement. On lui a dit, écoute, On va te filer le SMIC. Je voudrais un peu plus. Bon, on va aller voir quelqu'un d'autre. Je prends le SMIC. voilà, exactement. C'est très très bien résumé. Il n'avait pas beaucoup mieux à faire. En fait, sa situation, elle était compliquée. Il s'est rendu compte que le marché des running backs était aussi très très bouché. Je pense pas qu'il aurait eu mieux ailleurs. Autant rester dans l'équipe où il est habitué, où il a une chance de gagner, où ils sont passés déjà très près de gagner. Et du coup, la perte de Pirine fait que derrière, on se retrouve avec du très jeune et du non référencé. Je crois que leur deuxième running back s'appelle Chase Brown ou Chase Evans. J'ai un doute sur le nom de famille. Mais en tout cas, voilà, c'est pas aussi référencé que Samadi Pirane qui a assuré un bel intérim la saison dernière, qui lui, pour le coup, avait plutôt pas mal de prétendants sur le marché. Donc je suis assez intéressant de savoir comment ils vont orchestrer le jeu au sol et hâte de voir si Mixon va avoir un énorme volume ou si les joueurs derrière lui seront capables de prendre un vrai relais. De ton côté, Alex, quelle est ta perte majeure? C'est Jesse Bates, le safety, qui est parti aux Falcons, qui est un super safety, qui a été bien payé. Et encore une fois, dans une ligue où il y a pas mal de play action, pas mal de de passes, avoir un bon safety, c'est un peu essentiel. Le mec, il a 26 ans, donc il est jeune en plus. Et ouais, 64 millions de dollars sur 4 ans, je crois. Ouais, il a été Ouais, bien c'est payé. ça. Hein. Donc oui, c'est un bon petit salaire. Et c'est logique que les Bengals puissent pas le payer, parce qu'il y a la prolongation de Joe Burrow à venir. Donc ça va être un peu compliqué. Il a fallu faire des choix quand tu as un QB comme Joe Burrow, tu fais en sorte de le garder. Écoute, c'est excellent que ta perte majeure soit un safety, puisque mon joueur clé est un safety, Daxton Hill. Pour moi, il est d'autant plus important, pas tant par son niveau, parce que je pense que des safeties meilleurs que lui, il y en a, des moins bons aussi. C'est surtout qu'en plus de perdre Jesse Bates, ils ont aussi perdu Von Bell. Ils ont perdu 2 joueurs au poste de safety. Du coup, ils ont un peu besoin que Daxton Hill se présente comme le next man up. Je vais vraiment suivre ce qui se passe en fond de terrain chez les Bengals, parce que en AFC, tous les meilleurs QB de la ligue quasiment sont en AFC, hein, très clairement. Ça, on en avait déjà parlé, mais rien que dans ta division, tu vas affronter Lamar Jackson, qui est très capable de lancer en profondeur. Tu as Deshaun Watson, on attend de voir s'il va revenir à son niveau d'avant, mais il a montré à l'époque Texans qu'il était capable de faire du dégât à la passe. Même Kenny Pickett, avoir la progression, et puis si tu as envie d'aller en playoff, tu peux recroiser Patrick Mahomes, qui va probablement être sur le chemin des Bengals. Tu auras Josh Allen, tu auras Tua, il y a vraiment du monde, Trevor Lawrence. Donc très très clairement, j'ai envie de voir ce qui va se passer en fond de terrain pour les Bengals. Voilà. Je comprends. Toi, tu es du côté de l'attaque pour ton joueur clé. Oui, alors c'est un joueur clé. C'est un bien grand mot, on va dire. C'est plus, c'est un joueur où tu mets le mot de passe sur une note dans ton téléphone, quoi. Donc, c'est pas une clé non plus majeure, mais c'est Tyler Boyd, c'est le receveur 3 de cette équipe. Une équipe souvent, sujet aux blessures. Oui. Donc, que ce soit Jamar Chase, que ce soit T. Higgins, et il a toujours un rôle. Et en général, il le prend bien. Et ça sauve beaucoup de matchs des Bengals. Et du coup, j'ai envie de voir cette saison. Je pense qu'il a une belle carte à jouer encore. Je ne sais pas au niveau de son contrat où il en est. Ça, je l'avais noté à la base. Mais je vais vérifier avant d'aller en dire plus. Mais 4 ans, c'est tout. Ouais, Ok, il est free agent à la fin de l'année. Ah, c'est une contract year. La fameuse contract year où les joueurs veulent aller chercher les sous. Ouais, c'est ça. Écoute, ouais, voilà. Donc il coûte 10 millions cette année, il va vouloir aller chercher de l'argent la saison prochaine, donc je pense qu'il peut avoir une belle carte à jouer. C'était Ce pour qui est ça que je sûr, l'avais noté. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est toutes les grosses équipes, en dehors de l'anomalie des Chiefs, ont besoin d'avoir maintenant au moins 3 grosses cibles. On a vu les Jaguars, même suspendus, ils sont allés chercher Calvin Ridley qui va faire son retour cette saison.
avec Kirk et Jones, il y a un beau corps de receveurs. Les Ravens, dans la même div, vont essayer de faire un peu ça avec OBJ, avec Bateman et avec leur rookie Zay Flowers. Il y a pas mal de trios comme ça, même les Browns, ils sont allés chercher Elijah Moore pour être un peu ce receveur 3 avec Cooper et People Jones. Très clairement, je pense qu'un Tyler Boyd, encore une fois, il va être super important. Puis ouais, on espère que les Bengals vont éviter les bobos, mais dans le cas contraire, il fera un parfait receveur 2. Las Vegas, Alex. On est toujours 11,5. de retour à Las Vegas, ouais. 11,5, alors qu'ils ont fait 12-4 la saison dernière. Donc encore une fois, on a une projection qui est dans le range de ce qui a été fait la saison passée. Qu'est-ce que tu en penses? C'est haut. C'est haut de dire qu'ils vont faire au moins pareil, je trouve. Donc, Ok. je les mets en dessous. Pas énorme en dessous, mais c'est plus safe, je trouve, d'aller en dessous, de dire ils vont faire 10 ou 11 dans une division dure, que de dire ils vont faire 12 ou 13. Ouais, je suis d'accord. Sachant que l'année dernière, ils font 12-4 avec un match en moins, donc ça pourrait être un 13-4. Ouais. Je les mets en dessous aussi pourtant. Je suis pas hyper rassuré par les Bengals. Pas toujours. J'ai un peu l'impression que l'effet de surprise va un peu s'atténuer. La saison dernière, déjà, ils ont fait une bonne saison, mais ils étaient déjà plus attendus. J'ai l'impression que là, ce sera encore le cas. Comme tu l'as dit, tous les ans, il y a des petits bobos. Et surtout, j'ai l'impression que la concurrence s'est renforcée dans la div. Pour moi, les Ravens sont une meilleure équipe que la saison dernière. Les Steelers sont une meilleure équipe que la saison dernière. Et les Browns aussi. Et par ce jeu de chaises où, dans la division, tu peux avoir plus de matchs qui t'échappent, tu as d'autres concurrents plus ou moins directs qui se sont renforcés. J'ai l'impression qu'on est sur une ligue plus homogène cette année encore. Et donc voilà, je les vois pas non plus s'écrouler à 8 victoires. Hein. Mais comme toi, je trouve que c'est plus facile de les estimer à 10 ou 11 que de les estimer à 12 ou 13. Exactement. On termine pour les Bengals avec la fantasy. Et là, ça c'est le genre d'équipe où on a envie d'aller chercher des joueurs. Ouais, ce sera le running back, tu en as un peu parlé, c'est Joe Mixon, qui est drafté en running back 15, derrière des Breece Hall, des Jahmyr Gibbs, des Najee Harris, des Jonathan Taylor même. Il est tout seul. Ouais. Il n'y a absolument personne. Ça date de quand on ne savait pas s'il allait être cuté. Il est tombé en draft. Il n'est jamais remonté trop réellement. En plus, il y a eu sa petite affaire extra-sportive là, récemment qui a été résolue. Aucun risque avec lui, je trouve. À part la blessure, mais tous les running backs au final. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu as fait la liste des running backs qu'il y avait devant, j'ai cru que tu allais partir en hot take en mode c'est pas possible, Joe Mixon, ça va être top 8 running back en fantasy. Non, ce que je dis, c'est comment tous les joueurs que j'ai cités, je prends Joe Mixon devant. Ou du moins, ça m'intéresse de prendre Joe Mixon. Ouais. Ouais, non, mais je suis. D'attendre pour Joe Mixon et de prendre quelqu'un d'autre à la place de ces running backs-là. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord avec ce positionnement. De mon côté, je vais partir sur Irv Smith, le tight end. Alors, Je vois des Travis Kelce, des Mark Andrews. alors non, je vais peut-être pas aller là-dessus non plus, mais on parle d'une équipe qui passe énormément le ballon, où il y a de temps en temps, comme tu l'as dit, des blessures chez les receveurs. Et en vrai, les Titans de Joe Burrow sont toujours plutôt bien nourris. Je trouve que c'est une sorte de sleeper vraiment pas mal. Il est plus talentueux que ses prédécesseurs, je trouve. C'était Hayden Hurst l'année dernière qui, je crois, a fait une saison genre entre 600 et 700 yards. Et il y a tellement moyen qu'à pleine possession de ses moyens, Hurst Smith, il arrache un top 12 à la position. Je pense vraiment qu'il est capable de le faire. Il a le talent pour le faire. Même à l'époque Minnesota, on était un peu en mode à quel point il a du talent. Moi, j'y crois. Donc voilà, je pense qu'au prix où il est, qui est hors top 12, c'est clairement un pick à faire en value si vous prenez vos Titans en fin de draft. On est en train de faire une draft longue avec Jérôme, du coup je vois très bien ce que tu vas faire. Je te le volerai pas. Ça, tu peux Oui, te- non, mais il m'intéresse plus ou moins là dans notre baseball, mais sachant que voilà, on dévoile les coulisses, c'est une baseball où j'ai déjà Darren Waller, donc je me sens plutôt bien. Mais ouais, en fait, dans toutes les drafts, pour moi,
si t'as pas Travis Kelce ou quelqu'un du tiers 2 entre, je sais pas, Andrews, Hawkinson, Waller, éventuellement Pitts, si on y croit ou non. Kittle, Moi, c'est un si des tu mets major avoid Pitts, de la saison. si tu mets Pitts, Non, mais alors vas-y, on parle, on fait une petite aparté fantasy, vu qu'on sait que ça plaît aussi pas mal aux gens. Kittle, ses chiffres, ils drop mais drastiquement quand Deebo Samuel joue. Et vu qu'il paraît que Deebo est de retour à 100% physiquement et que Kittle va beaucoup bloquer, au prix où il est, moi je draft pas Kittle. Nulle part, sauf si c'est une value de ouf. ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Pour ceux qui Du savent pas ce que coup- c'est le baseball, puisqu'on en parle, c'est pas le sport où tu tapes avec une planche batte. de bois. C'est best et ball. Donc du coup, tu drafts ton équipe et chaque semaine, ça te met la meilleure composition possible. Donc plus Voilà. de ah non, j'aurais pas dû mettre lui sur le banc et pourquoi j'ai mis Allen Robinson. Voilà, C'est pour les managers feignants comme moi qui ont envie d'avoir des équipes mais qui n'ont pas envie de devoir faire leurs équipes toutes les semaines. T'as juste envie de drafter quoi. Vas-y. Ouais, donnez-moi des drafts. Exactement. Je prendrai ce joueur à chaque draft. Voilà. Ouais, j'ai quelques mecs comme ça, on fera peut-être un épisode là-dessus. Allez Alex, on enchaîne avec la deuxième équipe, on passe aux Baltimore Ravens et je te laisse faire le petit point chiffré. Yes, deuxième de cette division. Ils ont fait 10-7 et ils ont perdu contre les Bengals lors de leur premier tour de playoff. Un peu, alors je vais pas me mettre la communauté des Ravens à dos, mais j'ai l'impression que c'est assez rare en ce moment qu'il y ait une victoire en playoff. Alors peut-être que là, il y a 2 ans, il y en avait une, mais j'ai pas de souvenir d'une victoire des Ravens en playoff depuis quelques années. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut une saison correcte plus, et après en playoff, tu t'attends à rien et t'es pas déçu du coup. Et voilà. Donc ils ont perdu contre les Bengals. Ils ont une cote vainqueur de div à 3,25, ce qui est la deuxième de cette division. Au niveau du coaching, il y a toujours John Harbaugh qui est là depuis 2008. Il y a toujours Mike McDonald qui est là depuis 2022, donc seulement l'année dernière. Mais ils ont dégagé Greg Roman, le offensive coordinator, pour prendre Todd Monken, qui était le offensive coordinator, quarterback coach de Georgia en NCAA. Qui est Voilà. présenté comme une bonne recrue. Écoute, pour revenir sur la saison des Ravens, je tiens quand même à dire que c'est un avis personnel, mais je trouve qu'ils se sont mis dans la merde tout seuls. Il y a combien de matchs qu'ils ont joué à moins d'une possession, ou même à moins de 3 points pour certains, où c'est parti sur des tentatives de conversion à 2 points qui auraient pu t'éviter de la prolongation, qui auraient pu t'éviter tellement de problèmes, et où au lieu de profiter d'avoir le meilleur kicker de la ligue, ça tente un truc qui ne passe. Ça tentait beaucoup de quatrième plus que des conversions à 2 points. C'était des Oui, quatrièmes aussi et 1. beaucoup de quatrième, ouais. Dans l'occurrence, parce que des conversions à 2 points, bon, ok, mais c'est surtout le fait de. Moi, c'était beaucoup des quatrièmes et 1 à quelques yards de la zone d'en-but. Tape à un moment, enfin. Bah, t'as Justin Tucker, quoi. Pente. Oui, voilà, t'es pas. Moi, j'ai pas envie de faire du slender de kicker, donc je me tais. Non, mais Surtout voilà. que j'ai personne en tête. Donc, Oui, c'est vrai. De toute façon, les kickers, c'est soit ils sont fiables, soit ils sont coupés. Donc en vrai, on fait pas ce serait pas du drop name, quoi. C'est tout le monde sait qui sont les bons kickers. Les bons kickers, c'est ceux qui ont un poste et qui bottent toutes les semaines depuis plusieurs années, quoi. ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, tu l'as dit, il y a eu du changement sur le banc. Et visiblement, ça te plaît niveau recrutement, Alex. C'est ça. Moi, ma recrue majeure, c'est une triche. C'est Todd Monken et toute son armada qui est arrivée en même temps que lui. C'est-à-dire Todd Monken, OBJ, Zay Flowers. Et en gros, ce changement, on dirait, d'identité de jeu qui risque de s'opérer au niveau des Ravens et d'arrêter de vouloir courir alors que tu n'as pas de running back numéro 1 viable. Mais ça marche, hein, avec Ouais. du. Non, mais ça a marché avec du T'as Kenny. des 1 bis, quoi. Ouais, voilà. Mais ça a marché avec Gus Edwards, avec J.K. Dobbins quand il était sur le terrain et encore. Mais voilà, là, le changement d'équipe, je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour Lamar. Donc voilà, ça me plaît bien. J'ai envie de Ouais. regarder les Ravens, parce qu'il y a la première fois depuis des années. Ouais, ben, je suis totalement d'accord. Ça parle, en plus de l'armada et du changement de style, comme tu disais, c'est au-delà de faire plus de passes, ça parle même de plus de rythme, de jouer beaucoup plus vite, de jouer beaucoup plus explosif.
Là où les big plays de Lamar, finalement, à chaque fois, on disait: «Ah, Lamar, il a pas de receveur 1, quand il sort un big play, c'est vraiment parce que, il fait la bonne passe au bon gars qui arrive à se démarquer». Enfin, l'année dernière, il avait Devin Duvernay qui a été son receveur 2 pendant une bonne partie de la saison, quoi. Mmh. C'était catastrophique. Là, on dit pas qu'OBJ, il a pas joué Duvernay, quand pendant il un an et demi. était, tu dis receveur 2, il était receveur 1 pendant un moment. Oui, c'est vrai, c'était même son receveur 1, ouais. Bon, il y avait Andrews, mais oui. Oui, oui, on parle vraiment du corps de receveur, mais voilà, en dehors d'Andrews, sinon avec les blessures, il avait Ah, il y pas avait grand-chose. Likely, c'est 2 receveurs, c'était 2 tight ends. C'était Isaiah Likely et Mark Andrews. Voilà, comme ça, tu joues avec un seul receveur, 2 tight ends, 2 running back et puis, tu de faire plaisir aux fans, quoi. On dirait des actions sur Madden à la fin du match où tu es obligé de faire de kneel, tu es obligé de Oui, mettre ton genou à terre et tu vois les trucs, tu essayes de faire des changements, mais tu peux rien faire parce qu'il n'y a personne qui peut recevoir une balle. Et voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais en regardant les Ravens à certains moments de l'année. ah, j'aime beaucoup la comparaison. En tout cas, ouais, cette année, l'armada, elle est bien différente. Il y a un peu de receveur. Au budget, on va voir dans quel état il est. Moi, c'est le seul truc qui Il a fait m'inquiète un peu. il a fait une année de pause après ses croisés, il a pris le temps de revenir, sachant que ses croisés, il les avait fait en février, il les avait pas fait en mars ou je sais pas quoi, donc il les avait pas fait en octobre ou quoi. Donc il a bien pris le temps de faire sa pause. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont drafté, comme on a dit, Zay Flowers, premier tour. Donc voilà, il y a quand même un équipement un peu meilleur pour cette équipe. Toi, t'as recru, c'est une chanson de Michael Jackson. C'est Rock Yacine, le cornerback qui sort déjà d'une très très bonne saison, j'ai trouvé, qui vient renforcer une escouade qui était vieillissante, qui, encore une fois, coup droit Rafael Nadal, mais vient appuyer, je trouve, un point fort des Ravens, leur défense. Alors eux, ils sont aussi forts contre la, comment dire, autant contre la course que la passe. Donc, est-ce qu'on va dire que toute la défense est un point fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce profil de cornerback qui sont pas des superstars, mais qui font toujours bien le boulot. J'ai l'impression que ça rentre parfaitement dans le système de ce que veut faire les Ravens. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce qui s'est passé à l'intersaison, quoi. Ouais, Et c'est d'autant plus rassurant que nous avons la même perte majeure. Donc c'est que soit il était vraiment plus majeur que les autres, soit on n'en a pas identifié des tonnes. moi je l'ai identifié quand même. C'est Ben Powers. Ouais. Déjà, super nom. Je veux dire, t'as un offensive lineman qui s'appelle Ben Powers, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller sur lui. Il est rassurant. Voilà, c'est rassurant, le mec bien, clac. Il vient du Kansas, tu vois, tu te dis, bon, j'ai pas trop envie de trash talk parce que qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, il a signé, il était là depuis 2019, c'était un 4e tour qui avait bien fonctionné. Et là, il a signé aux Broncos, du coup. 4 ans, 51 millions. Donc, c'est bien que tu as une équipe qui se disait, ça vaut quelque chose de bien. Ouais. Les Broncos qui ont bien renforcé leur ligne, et là, encore plus, du coup. Et ouais, dommage pour les Ravens. Ouais, C'est vraiment Ben Powers, quel nom. le Fils fameux d'Austin. théorème. Tous les joueurs qui ont bougé à cette intersaison passent par Denver. Vraiment, Ah ouais, c'est. Mais là, ça voilà, continue à se vérifier. tous les épisodes, ça passe. Là, on avait Pirine, Ben Powers maintenant. Et on verra au prochain épisode. Hein. J'ai pas l'impression. Non, bah quand même, au bout d'un moment, ils ont un truc qui s'appelle le Ah salary si, cap. Et... si. J'ai quelqu'un qui. Si. Prochain Ok, épisode. et bah, vous verrez ça. Vous aurez la série Je suis passé par Denver, épisode 5, la prochaine fois. Je te l'ai mis en vert sur le tableau. Oh, c'est gentil. Ouais. On a un fil conducteur. Si vous voyez ça, c'est assez incroyable. Ouais. Alex, nous allons passer aux joueurs clés. Et c'est marrant, c'est 2 joueurs dont nous avons déjà un peu parlé. Je te laisse commencer. Ouais, moi c'est OBJ, donc Odell Beckham Jr. de son patronyme complet. Parce qu'on sait pas ce qu'il vaut. Et que je pense qu'en fonction de son niveau, ça définira la saison des Ravens. Que ce soit pour Ok. lui, pour le développement de Zay Flowers, pour que Marc Andrews soit plus libre sur les actions, ou que Isaiah Likely puisse partir plus.
En fait, je pense que pour le jeu d'attaque, ça peut étirer tout le monde, aider tout le monde à faire plein de choses. Ça peut aider J.K. Dobbins aussi, ça peut aider Lamar Jackson. Je pense que pour l'attaque, rien que le fait d'avoir quelqu'un de nouveau, en fait, ça aide. Et Ok. s'il est bon les 2-3 premiers matchs, il risque de faire peur sur la suite. Ouais, tu t'appuies bien sur ses épaules pour ce que tu vois de leur saison, quoi. J'appuie sur son début de saison, Ouais, ok. en Oui, mode oui. s'il revient et qu'on se dit oula, et que genre il est bon, tu vois. Genre Ouais. oulala, faut le garder. Ah oui, je croyais Je que tu pense que disais ça. genre oula en mode. Non, non, les équipes adverses, tu vois, les équipes adverses, ça Ouais. peut être oulala, il se passe quoi? Et là, je me dis, ça peut être intéressant. S'il démarre doucement, bah, en fait, on s'y attend un peu. Et s'il démarre fort, je pense que ça peut faire du bien pour toute la saison à venir, même s'il est moins bon derrière. C'est vrai qu'au moins avec Bateman et Flowers, il a pas non plus toute la pression sur ses épaules, comme Non. s'il arrivait dans un endroit où ça manquait de talent. Genre, typiquement, si l'année dernière il avait été en condition de jouer et qu'il était tombé dans ses Ravens, il aurait eu un peu de pression sur les épaules. Ouais, Là, voilà, la cible numéro 1 dans cette équipe, ça reste Mark Andrews. Et derrière, il y a quand même des receveurs ultra talentueux en Bateman, en Flowers, en OBJ. Donc, mais je suis d'accord avec toi, son re-regarder pour ceux qui ont oublié le niveau qu'il avait, mais le run qu'il fait pendant les playoffs, quand les Rams gagnent le Super Bowl, juste, il ouais, est ouais. intenable. Il est intenable. Et pourtant, il sortait pas d'une saison non plus merveilleuse. Mais juste, j'ai un peu l'impression que c'est le mec qui s'élève dans les grands moments, quoi. C'est le Paul Pogba de la NFL, quoi. Calmons-nous. Ouais, non, j'avais envie de faire une petite comparaison. Ballon, je suis très ballon rond en ce moment. Voilà, je tiens à vous le dire. Début de saison qui doit me hyper, mais je suis très content. Et justement, c'est pour ça que j'ai mis un kicker en joueur clé, Justin Tucker. J'en ai Arrêtez. déjà un peu parlé. Exactement. J'ai envie de voir Tucker avoir plus l'opportunité de peser sur les matchs. Alors, il le fait déjà très très bien, attention. À chaque fois qu'il a un coup de pied, c'est money in the bank, il rate quasiment rien. Mais j'ai envie que Catching. j'ai envie que les coachs ils s'appuient beaucoup plus sur lui. Ouais, en fait, qu'il soit utilisé comme ce qu'il est, le meilleur kicker de la ligue, et que quand il y a un match qui se joue qui est à égalité, qui se joue à 1 point, 2 points, 3 points, bah, que ce soit sur ses épaules que soit mise la pression et la décision, quoi. Pas qu'on se retrouve avec une 4e et 1 à 8 yards et que parce qu'il y a 3 points de retard et que ça veut aller chercher la gagne, ça tente. Non, égaliser et puis on verra plus tard, quoi. Ouais. C'est ce que j'attends. Voilà, donc Justin Tucker pour moi. Et encore une fois, Alex, Las Vegas, saison en 17, la proposition over-under, 10,5 victoires. Est-ce que tu es en dessous? Est-ce que tu es au-dessus? Je suis en dessous parce que la conférence, elle est très dure. Et Hum. que j'ai du mal à voir plein d'équipes au-dessus de 10. Et j'en ai quelques-unes qui arrivent que je vois aux alentours de 10, si ce n'est plus. Et en fait, bah, je peux pas me permettre de dire tout le monde va être à 11, quoi. C'est pas l'école des fans ici. Donc voilà, je dis en dessous, mais je pense 9, 10, pardon. Victoire. Je serais pas surpris s'ils font 11-12, hein. Ouais. Franchement, même ils font 13, je me dis, ok, enfin, t'as une défense qui fonctionne, t'as des special teams qui fonctionnent et t'as l'attaque qui a changé. Ok. Mais si je devais parier, je dirais en dessous. Ok. Bien écoute, moi je vais être au-dessus pour les Ravens. Je pense vraiment que les progrès de l'attaque vont se voir. Ils ont vraiment, ils viennent d'une saison en 17 avec une équipe moins bonne, qui avait une attaque vraiment pas sexy. Je pense que ça ne peut que progresser. Et comme on l'a dit tout à l'heure, même si la concurrence s'est renforcée, je pense que leur progression suffit à aller gratter cette victoire de plus. Donc voilà, je les vois bien capables d'aller chercher le 11 victoires. Et du coup, je mets over. On passe à la fantasy. Et Alex, tu continues avec les joueurs qu'on voit plutôt apparaître dans les premiers tours. Ouais, mais je veux bien que tu commences avec le tien parce qu'en fait, je pense que je vais changer. Il est trop haut Ok. pour ce que je pense. Alors, je Là, en commence. gros, juste rapidement, je voulais partir sur Lamar Jackson quand il était wide receiver, QB, pardon. QB 6-7, et là il est QB 4. Et c'est assez Ouais, haut, je trouve. bah ouais. Mais Je c'est sais à pas cause si c'est des carré. joueurs notamment dont tu as parlé avec OBJ et celui dont je vais parler maintenant, Rashad Bateman. Pour moi, c'est un pick fantasy génial.
notamment parce que je ne crois pas en OBJ et que même si sa présence peut servir, je le vois pas contribuer tant que ça, directement. Je pense qu'il sera à un niveau moyen, voilà, qui fera quelques plays qui nécessiteront d'être surveillés. Et Bateman, quand il est pas blessé, moi, il m'impressionne. Toutes les métriques montrent que c'est un mec qui bat régulièrement ses 1 contre 1. Là, on lui met du coup OBJ qui a de l'expérience pour étirer le terrain. On lui a mis un autre receveur. Alors, on va dire oui, mais un autre receveur, ça prend des targets. Je pense que si le volume de passe augmente aussi, finalement, il s'en sortira très très bien. Et surtout, les receveurs des Ravens ne sont jamais très très chers. Donc, je pense qu'on peut avoir une production de receveur 2 pour un prix tout à fait convenable. Voilà. Du coup, Alex, si tu ne pars pas sur Lamar, vers qui vas-tu pivoter? Il y a du choix dans cette équipe quand même, Bah, je sais mais c'est pas. pas facile. Je sais pas, parce que je ne sais pas qui peut être le receveur 1 de cette équipe, donc quand c'est comme ça, en général, je botte en touche. Et en gros, mon problème, c'est que Lamar et Andrews, ça coûte trop cher. Que les Ok, receveurs, on sait pas qui il y a. Mais ils vont tous servir à Lamar, donc c'est pratique. Et donc, je vais faire le pari qu'ils vont aussi servir à J.K. Dobbins pour lui ouvrir des brèches. Et je vais partir sur Dobbins, ok. qui est running back 21. Ça va. Ouais, en fait, je C'est dans pense le qu'il... milieu, c'est à la draft, tu sais, c'est au moment où tu sais pas trop qui tu choisis. Et tu te dis, oh, je prends Hackers, je prends Dobbins, je prends qui? Oh, allez, vas-y, je tente Dobbins. Puis t'es déçu, et tu le cut ou tu le trades, et puis tu t'en sors comme tu peux. Mais là, il a l'air bien revenu, en tout cas, la fin de saison dernière était encourageante. Ouais. Et je pense que ça peut le faire. Bah, avec la ligne offensive qu'ils ont, c'est un coureur efficace, hein. Régulièrement, on l'a vu faire des matchs où il avait entre 12 et 15 portées et atteindre les 100 yards. Il a vraiment C'est un pas joueur, besoin d'avoir un volume incroyable. c'est un joueur oublié dans la fantasy, parce que ceux qui l'avaient ont lâché l'affaire de Ouais. la fantasy en général euh, au moment où il est revenu. Mm. Donc on s'en sont pas réellement rendu compte. Et donc du coup, et ceux qui ne l'avaient pas s'en sont pas rendu compte non plus, puisqu'ils affrontaient personne de dangereux avec J.K. Dobbins. Donc c'est ce genre de joueur qui fait une saison qui fait mal aux gens qui l'ont, mais qui oublie qu'il est revenu bien. Donc là, le running back 21, je pense même que quand il y aura un peu plus de draft, bon là c'est un peu le moment quand même, mais d'ici une semaine environ, je pense qu'il sera encore un peu plus bas, parce que James Conner, je pense, sera pris avant, Hacker sera pris avant, Javonte remontera bien, il sera pris avant, Montgomery, ça m'étonnerait pas que ce soit au même niveau, et Camara aussi peut-être. Donc je Ouais. pense qu'il peut être running back 24-25. Ouais, tout dépend des formats. En tout cas, là où je te rejoins, c'est que je trouve que c'est le genre de joueur que si tu l'as drafté mais que t'es pas sûr de lui, s'il fait un gros début de saison, genre trade-le pendant qu'il est au top, quoi. Oui, clairement. Franchement, je pense que parfois, si vous arrivez, ça peut arriver, même quand vous êtes très très bien préparé, vous pouvez arriver à un moment de votre draft où vous vous sentez un peu bloqué, vous ne savez plus trop dans quelle direction aller. N'hésitez pas à prendre, faut connaître un peu ses mates ou les tendances des gens, mais n'hésitez pas à prendre le mec qui aura une bonne valeur de transfert ou qui a un calendrier facile d'entrée et qui va vous permettre d'accumuler des victoires et donc de vous mettre en position de force pour attaquer la saison. Ça peut être des éléments. Moi, je suis pas pour drafter au calendrier, hein. Pour moi, il faut prendre les meilleurs joueurs que tu as, enfin que tu peux avoir. Mais si vraiment à un moment vous vous sentez bloqué, prenez celui qui peut marcher sur ces 2-3 premiers matchs et puis tradez-le une fois qu'il a fait un good start pour un mec que vous auriez pris plus haut, quoi. Ouais, C'est pas mal comme façon de rebondir. c'est pas J'aime mal. bien. C'est dur à faire parce que en fantasy, pas mal de personnes se débrouillent très très bien, mais il y a toujours quelques petits candidats à trouver à droite à gauche. Exactement. Allez Alex, on enchaîne. On est à la mi-épisode et j'en profite. Le petit rappel, suivez-nous sur Twitter ou sur X si vous êtes de ceux qui acceptez le changement de nom. Faites de nous des stars du X. Voilà, exactement. Je vais m'arrêter là. Hâte le front office sur absolument tous les réseaux. Voilà. On est surtout actifs sur Twitter, X, YouTube et Twitch. Pour l'instant. Exactement. On enchaîne. Alex, troisième équipe et troisième bilan de la div la saison dernière, les Steelers. Les Steelers, effectivement, qui ont fait. Oula, j'étais sur la mauvaise ligne. Ok, qui ont fait une saison en 9-8.
Donc une saison encore positive pour notre ami Mike Tomlin, qui n'ont pas fait les playoffs par contre. Ils ont une cote vainqueur de division à 5,30, et ce qui est la plus basse, la plus haute du coup, de la division. Ils ont toujours Mike Tomlin, ils ont toujours en offensive coordinator Matt Canada, au plus grand bonheur de potes à moi qui sont fans de Steelers, qui adorent Matt Canada. C'est ironique. Et Terry Austin en defensive coordinator depuis 2022. Que tu l'as souligné, le point majeur de cette saison, c'est encore une saison positive pour Tomlin. C'était la 15 ou 16e consécutive. Il n'y a toujours eu que des bilans à l'équilibre ou positifs depuis qu'il est chez les Steelers. Aucune saison négative. La perf, elle est quand même impressionnante. Ouais. Même si ça rate les playoffs, quoi. Et pourtant, c'était mal parti. Faire du positif depuis 2007, c'est fou. Ils avaient TJ Watt qui a été blessé le début de saison. En plus, ils ont commencé en 2-5, si mes souvenirs sont bons. Donc, je crois qu'ils avaient vraiment mal commencé et que du coup, ils ont bien rebondi derrière. Donc, vraiment, réussir à rétablir l'équilibre comme ça, c'est impressionnant de leur part. Et encore une fois, ils ont bien négocié l'intersaison, je trouve. On a 2 recrues chacun, de chaque côté du ballon en plus. Pour moi, c'est Isaac Seumalo sur la ligne offensive, qui vient des Eagles. Ils avaient absolument besoin de renforcer cette ligne. C'était la grosse faiblesse de la saison dernière. Ça a valu déjà beaucoup de coups sur les running backs, hein, avec un Najee Harris qui est bon mais fragile. Ça a un peu limité le potentiel de Pickett, qui je trouve a fait une saison pas si mauvaise, mais qui était très vite pressé. Vraiment, c'était... j'ai l'impression que les Steelers étaient totalement limités par cette ligne. Là, ils sont allés chercher un mec qui savait comment gagner, qui est dans une équipe où, pareil, la structure est très efficace, ça travaille très très bien. Je vais pas extrapoler et dire que les Steelers sont les Eagles, hein, mais ils ont un QB pareil qui est capable de lancer, qui court très très bien en Hurts. Là, visiblement, Pickett a aussi de la mobilité, il est capable de lancer. Il y a des belles cibles, il y a du bon running back. Je pense qu'il va s'acclimater parfaitement à être dans cette ligne des Steelers, où il aura un rôle encore plus important. Là où c'était un joueur parmi les bons, on va vraiment attendre de lui que ce soit un cadre. Et donc voilà, je suis très content qu'il soit allé chercher, parce que je pense qu'il est vraiment talentueux. Alex, ta recrue majeure? Moi, c'est une recrue réactive. Ils ont perdu Cameron Sutton qui est parti à Détroit pour 3 ans et 33 millions. Ils l'ont remplacé par Patrick Peterson pour 2 ans et 14. Réellement, c'est 1 an et 7. Et ensuite, ils peuvent le cut s'ils ont envie. Je trouve que c'est une bonne recrue qui va apporter de l'expérience dans une bonne défense. Et franchement, t'es bien. Ouais. T'es bien avec du Patrick Peterson qui est bon, qui s'est quand même retrouvé à Minnesota après avoir eu un peu de mal pendant quelques saisons. Et là, voilà, c'est mieux. Là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu quand même des pertes sur le poste. Et que dans un effectif qui, quand même, depuis 2-3 ans, a l'air un peu plus jeune, hein, on a tourné une page après Big Ben, réapporter de l'expérience comme ça, réinjecter surtout du côté de la défense, qui est clairement le point fort de l'équipe, c'est un pari intelligent. Ils l'ont pas surpayé du tout. Franchement, très très bonne recrue. Je sais qu'au moment de la signature, on avait bien souligné le fait que ça allait faire du bien à une équipe qui a perdu un peu de monde, comme tu l'as dit, Sutton. J'aime beaucoup ce choix-là, surtout qu'il y a toujours les cadres, il y a toujours Fitzpatrick, il y a toujours Watt. Cette équipe, de ce côté-là du ballon, en tout cas, moi, je la trouve impressionnante. Ouais. Et pourtant, il y a eu de la perte. On a la même perte, Alex. Miles Jack, histoire assez drôle d'ailleurs. Enfin, c'est drôle. C'est drôle. Il est parti. Il n'y a rien de grave pour lui. Il est parti des Steelers. Je crois que ça a attendu un peu avant qu'il signe quelque part. Il a signé aux Eagles. Et il a pris sa retraite depuis. 3 semaines avant le début de la saison, il prend sa retraite. À 27 ans seulement, c'est quand même une grosse perte pour les Steelers. Hein. C'était un bon joueur. Là où ça a atténué un peu ça, c'est que finalement, il avait pas envie de jouer, quoi.
Non, non, il voulait prendre sa retraite, tant mieux. Bah écoute, il y en a qui vont prendre sa place et puis Ouais. ça va le faire. Ouais, je suis totalement d'accord. Un joueur talentueux, mais je pense que derrière, ils ont largement de quoi relayer. Et Alex, je crois que c'est une première, oui, depuis le début des... Non, c'est la deuxième fois depuis le début des prévus que nous avons le même joueur clé. Oui. Et c'est Kenny Pickett. Il va bien être obligé de montrer plus, je trouve. Je trouve qu'il a une progression correcte. Ouais, il a été rookie. Ouais, sophomore, je crois. Là, il est sophomore. Oui, ouais, j'ai un doute d'un coup. Euh, Je crois qu'il était. Attends. On voit trop de joueurs ces derniers jours. On commence à se perdre dans les drafts. Surtout que... 2022. Donc oui, il était rookie. Ouais, il était Là, il est rookie, ouais. sophomore. Bah voilà. Sophomore. Rookie sophomore. QB sophomore. Dans une équipe qui est très bonne défensivement, mais qui offensivement a un peu plus de mal. Moi, j'ai trouvé sa première saison pas si mal déjà, hein. Oui, bien sûr. Comme je vous première disais, saison, il avait une ligne dégueulasse. il a un offensive coordinateur qui visiblement n'est pas le meilleur de la ligue. Je m'arrête là. J'ai dit pas le meilleur, ça va, j'ai le droit. Oui, non, mais ouais, t'as pas dit le pire. Personne va venir te dire quoi, attends, t'as pas vu machin. Ces appels de jeu, ils sont encore pires. Ouais, non, pour revenir sur Piquet, il a de la mobilité, il a l'air d'avoir un bon bras. Ce qui nous a mis le doute, je pense, c'est aussi cette préparation. Tout le monde souligne les progrès qu'il y a entre les deux saisons. J'ai l'impression que beaucoup attendent que Piquet se mette tout de suite dans les chaussures d'un vrai titulaire dans cette ligue. Et je pense qu'on l'a aussi mis en joueur clé, en tout cas pour ma part, parce que les Steelers ne vont pas pouvoir se permettre d'être infiniment patients avec lui. Ils ne sont pas dans un état, comme on l'a dit, ils sont en positif tous les ans. Ils ne peuvent pas se contenter d'être moyens encore et encore. Genre là, ils ont fait 9-8, mais ils ont raté les playoffs. On l'a dit, le point fort, c'est la défense. Ils ont des joueurs, TJ Watt, Fitzpatrick, ils ont 26-27 ans. Ils entrent vraiment en plein dans leur prime en général pour un athlète. Au bout d'un moment, tu as envie d'optimiser. Il a un corps de receveur où il a Deontay Johnson, qui franchement est un receveur ultra sous-estimé avec tout ce qu'il montre depuis le début de sa carrière. Pickens, qui a fait une grosse saison rookie l'année dernière. On va voir s'ils se relancent. Ils sont allés chercher Allen Robinson pour être une troisième menace. Ils ont Freiermuth avec qui il a une très bonne connexion. Ils sont allés chercher Washington, le Titan ultra physique aussi, qui a l'air super impressionnant. Avec Najee Harris et Jaylen Warren, il a des armes au sol. Là, ils ont investi sur la ligne. Il faut décoller maintenant. Je trouve que c'est un des QB qui a la pression cette année. Ou si vraiment il va pas avoir 50 scénarios, c'est soit il assure, ça continue à être en positif et on lui laisse une année de plus, soit il fait vivre à Tomlin une première saison négative. Et quand je dis il fait vivre, ce sera pas que de sa faute, mais on met beaucoup de choses sur le dos des QB. Et dans ce cas-là, je pense que les Steelers devront se retourner et aller chercher quelqu'un pour gagner, quoi. Parce que autour de ça, si ça marche pas cette année, l'intersaison prochaine, tu fais quoi? Tu prends encore un ou deux bons joueurs sur la ligne offensive, un top QB et t'es contender. Quasiment. Ouais. Donc voilà. La pression sur les épaules de Kenny Pickett. Vegas a bien compris que chez les Steelers, on était toujours autour de l'équilibre. Ils ont proposé 8,5 victoires au sortir d'une saison en 9-8. Quelle surprise! Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? Je suis au-dessus parce que je vise pas en dessous de Mike Tomlin. C'est-à-dire que je pense pas qu'il fera une saison négative. Et tant que je le vois pas, je parierai pas ça. Donc, Ok, ouais. Même si chaque année le rapproche de la fin forcément de la série, on n'y croit pas, quoi. Non. Enfin, si, pour le coup, je peux y croire facilement. Quand je vois l'attaque, je peux y croire. Mais bon, ils ont récupéré le chat noir de la ligue en Allen Robinson en plus. Ouais, c'est pas faux. Donc ouais, il était à Jacksonville quand c'était nul, il était à Chicago quand c'était nul, il a fait une saison chez les Rams, c'était nul, et là il arrive tranquillement aux Steelers. À sa décharge, à Chicago, premières années de Trubisky, c'était un des rares joueurs à surnager. Oui, c'est sûr. Mais quand même. De toute façon, si vous nous suivez depuis
depuis la création de ce podcast, vous savez que Allen Robinson, c'est une place particulière dans nos cœurs à Alex et moi. Ouais, ça va. Ok, donc tu pars sur le over, je suis en over aussi. Pareil, j'ai rien à rajouter. Il y a Tomlin. Tomlin, il m'a jamais montré qu'il allait faire 8 victoires ou moins. À partir de là, limite, je trouve que c'est un des overs faciles. Vu Ouais. que cette équipe, elle a une progression et qu'il est jamais en négatif, il n'y a pas de raison que ça recule, quoi. Tu sais, c'est un peu mathématique, mais voilà, t'es jamais à l'abri d'une blessure. Non. Mais j'ai l'impression que les Steelers, ils sont formatés pour ne pas être nuls, quoi. Clairement. La fantaisie, Alex. Après avoir tapé les hauts de la draft, tu as décidé d'être original. En fait, j'avais écrit personne. au début. Et après, je me suis dit, non, on peut pas dire personne. Du coup, je vais partir sur la défense. Ils ont un premier match très dur contre les Niners, donc en fait, je ne recommande même pas de drafter la défense. Mais si je devais drafter quelqu'un, ce serait la défense, parce que derrière, ils jouent les Browns, où ça devrait aller, les Riders, les Texans. Donc en fait, tu as 3. Et les Rams un peu plus loin aussi. Donc en fait, sur tes 6 premiers matchs, tu as 4 matchs corrects. Donc, Oui, de toute façon, nos joueurs fantasy, c'est pas forcément des joueurs qu'on a envie que de drafter. C'est aussi des joueurs ou des défenses qu'on peut trouver très très bons, aller chercher sur le waiver à pas cher et qui font le boulot, hein. ouais, ils ont une draft moyenne de combien? Je trouve pas l'info. Tu dois être en Steelers, 9. 9. Ils sont deuxième sur ESPN, Ok. mais ils sont 17 sur Yahoo. En fait, en fonction de là où t'es, tu peux avoir une valeur ou pas, quoi. Je le prendrai pas en 2. En tout cas, vous avez une équipe qui régulièrement fait des plays avec ses joueurs défensifs. TJ Watt fait des sacs, Minka Fitzpatrick fait des interceptions. Ils ont de quoi mettre la pression d'un peu partout. Donc voilà, en fantasy, au-delà de gagner, perdre des matchs, t'as pas envie que ton équipe prenne des wagons de yards. Voilà. Mais les Steelers, même quand ils perdent, ça leur arrive, mais ils sont très très rarement ridicules défensivement, quoi. C'est les matchs que t'as pas envie de regarder, quoi. Quand ils perdent 9-3. Ouais. Ils perdent 12-9 contre les Ravens sous la neige et t'es bien content d'avoir vu cette rencontre. Ouais, ça c'était un Thursday Night Football où tu t'es réveillé. Exactement. Écoute, je te trouve un peu dur avec la draft côté Steelers. Moi, je trouve que Pat Freiermuth, c'est vraiment pas mal. Encore un Titan, c'est mon deuxième de l'épisode. Mais ouais, il a une bonne connexion. Je trouve que c'est une des... Pickett Freiermuth, c'est une des connexions QB Titan que j'aime beaucoup. Elle est déjà bien établie. La saison dernière, il a été très très efficace. Si je dis pas de bêtises, il finit largement top 8, peut-être même top 6, ou bordure top 6. En tout cas, je trouve que parmi le tiers qui dépasse ceux que j'ai donnés tout à l'heure, toutes les stars, donc les Kelsey, les Andrews, les Waller, les Hawkinson, les Pitts, voire Kittle, je pense qu'en dehors de ce top 6, très très rapidement, on arrive sur du Freiermuth, sur du Dalton Schultz, sur du Njoku. Et vraiment, dans ce range-là, je le trouve quand même vachement intéressant. Moi, j'ai peur de Washington. Je pense sur les touchdowns, il sera plus présent que. Je pense qu'il sera là. Je pense qu'ils l'ont recruté pour ça, en fait. Et Ok. c'est un peu la valeur d'un tight end en fantasy. Si t'as pas de touchdown, faut y aller, quoi. Moi, je me demande si l'année prochaine, on va pas avoir un peu plus de 2 Titans, parce que Washington, il a des grosses qualités de bloqueur. Bien sûr. Et du coup, je me dis, ouais, Freiermuth, il a quand même ce truc où il arrive à bien se démarquer. Donc voilà, par rapport à des Colmet ou des CJ Uzoma ou ce type de joueurs, ou des Conklin, où voilà, c'est des noms qu'on voit souvent entre les places 10 et 20. Je préfère aller sur un Freiermuth s'il tombe ici. Mais ouais, en tout cas, c'est pas l'équipe où tu as envie de piocher un maximum, quoi. Non, pas du tout. Alex, dernière équipe que nous allons traiter dans cette division, qui n'est pas dans les pronos, la dernière équipe pour cette année, les Cleveland Browns. Ouais, ils ont fait 7-10 l'année dernière en ayant 11 matchs sans Deshaun Watson. Ils n'ont pas fait les playoffs du coup. C'est-à-dire, déjà, quand tu es en positif, tu les fais difficilement. Alors, Ouais. quand tu es en négatif, compliqué.
Ils ont une cote vainqueur de division à 4,60. Ils ont toujours Kevin Stefanski en head coach. Ils ont toujours Alex Van Pelt en offensive coordinator, mais ils n'ont plus Joe Woods qui était le defensive coordinator et qui est parti aux Saints pour être defensive coordinator aussi. Et ça a été remplacé par Jim Schwartz, qui était l'ancien senior defensive assistant des Titans. Ouais. Et écoute, la défense des Titans, c'est pas ce qui tournait le moins bien. Alors, il y avait énormément de blessures chez les cornerbacks, donc on se faisait un peu ouvrir à la passe. Mais au sol et dans ce que veulent faire les Browns, on était plutôt pas mal. Alors, à quel point Schwartz, il avait un poids là-dedans, compliqué à savoir. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne recrue. Yes. Et ouais, comme tu l'as dit, le gros point de leur saison dernière, Deshaun Watson, qui est revenu qu'après 11 semaines, je crois. Ouais, il avait 11 semaines de suspension et qui a redémarré doucement. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Là, ça va clairement être intéressant de le voir cette année avec une préparation complète et totale. Yes. Recrutement, Alex, nous avons le même joueur. C'est Dalvin Tomlinson, le defensive tackle qui vient des Vikings, qui a été tradé ou qui a signé. J'ai un doute. Attends, je le dis. Dalvin. Je me demande si c'est pas un trade, ouais. Parce que je sais que j'avais été surpris par certains mouvements réalisés par les Vikings à l'intersaison. Ouais, je vais regarder. Non, c'est une signature. C'est une signature. 4 ans, Ouais. 57 millions. Ça fait du bien. Bon defensive tackle, là. Plus à côté de Miles Garrett, ça risque de faire mal. Ah ouais, très clairement. Là, moi, j'ai peur. Hein. Bah, franchement, là, on est obligé de mettre le doigt sur un joueur en particulier chacun, mais l'intersaison des Browns, elle est encore une fois vraiment pas mal. Ils ont, je trouve, bien drafté. Ils ont recruté ce qu'il fallait. T'as quand même l'impression que l'argent qu'ils ont donné à Deshaun Watson et malgré tout ce qui traîne sur lui, ils ont envie de croire en lui et de lui laisser l'équipe, quoi. De lui donner la possibilité de gagner. Ouais, bah, en plus, ils étalent son salaire sur les années à venir. Donc, tu Ouais. augmentes tu vas bouffer un gros capite à la fin de son contrat. Mais bon, faut profiter tant que ça peut marcher. Quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. En tout cas, ils se mettent en position pour gagner. Surtout qu'au niveau des pertes, Alex, écoute, on a deux joueurs différents, mais c'est des joueurs qui, il y a 3 ou 4 ans, auraient représenté des plus grosses pertes qu'aujourd'hui. Ouais, moi j'ai mis Karim Hunt parce que j'ai pas trouvé grand nombre d'autres et que je trouve qu'il apportait un truc sympa par rapport à Nick Chubb. Et du coup, je voulais le mettre en avant parce que c'est un bon running back. C'est étonnant qu'il ait toujours pas signé d'ailleurs, que ce soit. Ouais. On en parlait aux Saints, on en parlait aux Colts. Il a signé nulle part pour l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'il va dépanner les équipes où il y aura des blessures, puisque je vois que Fournette est libre aussi. C'est une question de chèque pour Karim Hunt. Lui, pour le coup, il mérite un chèque plus que Fournette, je trouve. Ok. Pour moi, il peut apporter plus. Non, dans le sens où Fournette a peut-être plus prouvé aujourd'hui et encore. Bon, après, si, parce que quand les Bucks gagnent le Super Bowl, Fournette en a lié pour quelque chose. Ouais. Mais Hunt, je trouve qu'il a un peu plus quelque chose à apporter que Fournette, qui, je pense, a plus grand-chose dans le tank. Et ouais, ça m'étonne du coup qu'il n'ait pas signé, même qu'il pourrait signer pour pas grand-chose aux Browns, mais du coup, c'est problématique financière. Ok, je comprends. Moi, j'ai mis Jadavion Clowney, qui joue au poste de Edge. C'est quand même un joueur d'expérience. C'est un joueur de caractère. J'ai l'impression que même si ses perfs sont un peu moins bonnes depuis 2-3 saisons, c'est le genre de mec qui peut sortir le gros play au gros moment. Typiquement, je le mets un peu dans la catégorie comme un OBJ, de joueur très très talentueux, qui n'est pas toujours très très régulier, mais qui peut faire basculer les matchs quand il le faut. Et voilà, j'avais quand même envie de souligner sa perte. J'ai l'impression que les Browns essayent vachement de lisser leur effectif, de ne pas faire de bruit. Je pense que tout ce qu'il y a eu autour de Deshaun Watson a fait assez de bruit. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils bossent dans l'ombre, que ça bosse bien. Et puis on verra ce qui se passe, mais ça fait pas plus de bruit que ça, quoi. Alex, ton joueur clé. J'ai noté Nick Chubb parce que il n'y a plus Karim Hunt.
Et du coup, je pense il va être beaucoup plus présent, que ce soit à la course et à la réception. Alors après, ils ont signé Elijah Moore notamment, et Tillman. Ouais, Tillman à la draft, qui est, Donc il y a plus d'armes, on va dire, aux côtés de Peoples-Jones et de Mari Cooper. Mais je pense quand même qu'il va devoir récupérer des ballons. Il sait le faire, il l'a montré. C'est juste qu'il y avait d'autres joueurs qui le faisaient peut-être mieux. Et pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur running back de la ligue. Et donc, si on lui donne des ballons, ce serait cool pour qu'il soit enfin reconnu unanimement comme ça. Ah bah je suis d'accord, en pur rusher, vraiment je pense que je prends Nick Chubb en 1 quoi. Ouais, voilà. Quand on voit ses stats en carrière, je crois que son nombre de yards par portée en carrière est genre entre 4,5 et 5, genre le gars tu lui donnes 2 ballons, il va te chercher le first down quoi. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Écoute, moi mon joueur clé rejoint un peu le tien, puisque c'est le centre Ethan Pocic. Alors pardonnez ma prononciation de son nom de famille, vu que je n'ai aucune idée de ses origines. Mais si je souligne un centre pour une fois, c'est parce qu'il va avoir une importance capitale dans cette équipe. C'est sa 7e saison. Il n'a pas encore eu vraiment de saison complète. Souvent, il a eu des petites blessures à droite, à gauche. Il a du mal à enchaîner. Il joue toujours sa dizaine de matchs, mais voilà. On attend de lui que ce soit un titulaire à part entière, et surtout parce qu'il y a 4 top joueurs autour de lui et qu'il ne peut pas être le maillon faible de cette équipe. Le left tackle de la ligne, c'est Jedrick Willis. Il y a aussi Joel Bitonio, Wyatt Taylor, Jack Conklin. Genre vraiment, les 4 joueurs autour de lui sont que des joueurs référencés. Là, il doit faire une vraie alchimie avec Deshaun Watson. Il doit ouvrir les brèches dont on parlait à Nick Chubb. Vraiment, moi, cette ligne des Browns, je pense que ça peut être la meilleure de toute la ligue. Mais pour ça, il faut que le centre assure un maximum. Je pense que c'est vraiment lui qui les fait passer de parmi les meilleurs à la toute meilleure de la ligue. Donc, voilà. J'espère que quand il est aux toilettes, il s'entraîne bien à lancer la balle derrière, quoi. Parce que c'est une bonne position, faut vraiment toutes les secondes là, faut y aller, faut s'entraîner parce que il a signé une prolongation, mais bon, on sait jamais. Et ouais, là t'as pas le droit à l'erreur, hein, parce que si tes mecs, si tes compères à côté de toi, ils bloquent bien tout comme il faut, mais que la balle elle est 15 mètres plus loin Ouais. parce qu'elle a mal été lancée. Il faut bien la lancer, puis ouais, il faut pas que tu sois celui où il y a des brèches, quoi, parce que au bout d'un moment, les autres ils vont te regarder en mode, ben en fait, qu'est-ce que tu fais, quoi. Surtout que leur tight end numéro 1 qui est Njoku n'est pas spécialement un bloqueur. Il peut faire le taf, mais c'est surtout un très bon receveur. Donc voilà. Nick Chubb bloque bien. Ouais, mais du coup, j'aimerais que sur les situations de course, Nick Chubb n'ait pas besoin de faire un bloc. J'aimerais bien qu'il ait la balle dans les mains, même si voilà, pourquoi ne pas utiliser d'autres running back et avoir quelques plays un peu spéciaux, mais bon. En tout cas, j'espère vraiment que leur centre sera de qualité. Et Alex, ça correspond plutôt bien au code de vainqueur de division, puisqu'après cette saison en 7-10, là, Vegas nous propose une projection à 9,5. Donc c'est vraiment le plus gros écart dans la division. Et la question, du coup, c'est est-ce qu'ils vont progresser assez pour atteindre ces 10 victoires ou non? Bah, c'est dur. C'est dur parce que, comment dire, Watson, quand il est arrivé, le bilan, je crois, est meilleur. Si je vais la regarder pendant que je commence à blablater. Je crois qu'il fait une. Qu'est-ce qu'il a fait Malgré un Watson pas ouf. Hein. En vrai, il a fait 3-3, mais le temps, voilà, 3-3 en prenant ses marques. Ouais. Donc, du coup, si tu pars soit sur un 9-8, quoi. Ouais. Bah, voilà, du coup, je suis under. Ok, bah, très simple. Écoute, non, mais je pense que c'est une bonne équipe qui s'est renforcée. C'est possible qu'ils montent, mais c'est dur de mettre tout le monde over. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis trois équipes under dans cette division-là. C'est tellement compétitif qu'ils peuvent tous être à 10. Ouais, bah, d'ailleurs, tes over-under vont vers ça. Hein. Très clairement, c'est il y a un petit côté, je mets tout le monde entre 9 et 10. Quoi. Oui, clairement. Écoute, moi, les Browns, je mets un under aussi. Un under, je les vois quand même à 8 ou 9 victoires. Je vois une progression par rapport à la saison dernière. Mais j'ai quand même des doutes autour de Watson. Joueur talentueux, mais encore une fois, est-ce qu'il va vraiment pouvoir retrouver le niveau qu'il avait chez les Texans?
ou même si c'était bordélique, avec un top receveur comme Hopkins, cette connexion fonctionnait hyper bien. Et puis, encore une fois, il y a la concurrence. Si on voit les Steelers ne pas être en négatif et le duo Bengals-Ravens réussir à lutter, au bout d'un moment, il y a forcément une équipe qui gagne moins de matchs, quoi. Clairement. Et ils peuvent très clairement faire 9-8 et être under et que ce soit quand même une bonne saison et croiser les doigts pour que 9-8 suffise à aller en playoff, quoi. Ouais. Alex, il ne nous reste plus que les joueurs fantasy à faire pour les Browns et je te laisse commencer. Je vais pas mettre le tien, mais ça m'a tenté. Et je vais partir sur Nick Chubb qui va recevoir des ballons, qui est aujourd'hui running back 5 en draft. Ça me paraît bas, bizarrement. C'est ouf de dire ça. Hein. Je trouve que tu vois, Bijan Robinson en 3, c'est un peu haut. Après, avec Saquon, ça se vaut, quoi. Mais Chubb, maintenant, c'est un peu un tir au-dessus, je trouve. Et s'il reçoit des ballons, il va être monstrueux. Ouais, en fait, c'est ça. Pour rentabiliser ce running back 5, c'est à quel point il va recevoir des passes. C'est la seule interrogation. Ouais, et pour comparer, si je regarde avec tout le monde en Alf PPR, je change en même temps, je regarde les petits trucs. Les rankings en fonction du scoring. Voilà. Donc là, Nick Chubb en Alf PPR, il est 12. Donc il est en fin de premier tour. Donc tu choisis du top receveur avant, hein, du Stephon Diggs, du AJ Brown. Tu es entre Stephon Diggs, Brown et CeeDee Lamb, globalement. Donc tu fais le virage avec... tu prends Chubb si c'est vraiment le dernier du tiers et un des 3 receveurs au virage. Si tu mets les 3 au même niveau, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, si je peux faire ça, je fonce. Ok. Ouais, j'aime beaucoup ton choix. Moi, vraiment, c'est... Nick Chubb, j'ai l'impression, si ne serait-ce qu'il reçoit 2-3 ballons par match et que ça fait quelques yards, ça suffira amplement, quoi. Ouais. Écoute, je pars sur Deshaun Watson de mon côté, même si j'ai des petits doutes. Je pense, et c'est tout à fait à votre honneur, cher joueur fantasy, que votre cœur vous empêche d'être raisonnable sur Deshaun Watson. Je pense que le personnage fait que vous n'avez pas forcément envie de l'avoir dans vos équipes fantasy. Et pourtant, je pense que ça peut être un league winner. Donc voilà, si on parle purement jeu, qu'on met ses émotions de côté, on parle d'un mec qui est capable de courir, qui est capable de compléter à peu près toutes les passes possibles et imaginables au football, qui a une armada de receveurs. Là, il a 5 cibles vraiment très cohérentes avec Amari Cooper, People Jones, Tillman, Moore et Njoku. Plus Chubb au sol, s'il lui lance un ou deux ballons, on peut avoir des TD longs, ça ferait une 6e. Ouais, Chubb, je ne le mettais pas dans les cibles directes. C'est plus, on verra. Et vraiment, si justement il y a cette connexion Deshaun Watson, Nick Chubb pour des passes de 1 ou 2 yards vers l'avant, ou derrière Chubb prend un bloc et va marquer des TD longs, ça renforcera encore mieux. Et comme tu l'as dit, Kareem Hunt est parti, ça laisse des yards au sol, on pourrait se dire pour les running backs, mais aussi pour Watson, qui bouge très très bien. Donc voilà, je pense que qui fait partie de ces QB que j'ai vraiment envie d'aller chercher en dessous de leur valeur, prendre le risque que quelqu'un le prenne avant moi, mais de me dire que les gens l'évitent en général et de tenter le pari. Ah bah clairement, tu as le top 8, on va dire, qui tombe sensiblement à la suite, tous de l'autre. Donc Mahomes, Allen, Hurts, Burrow, Jackson, Herbert, Fields, Lawrence. Ouais. Et ensuite, il y a un gros moment où tu n'as pas de running back de QB qui sont pris. Et ensuite, tu as le petit run Watson, Prescott, Tua. Et ensuite, tu attends encore pour les Kirk, Rogers, Jones, Smith, Richardson. Donc, ouais, non, c'est un. Si tu attends suffisamment, tu le prends au 7e tour, ça peut valoir le coup. Hein. Tu peux construire ton équipe aussi bien que si tu le prenais un bureau 3 tours, 4 tours avant. Ouais, et tu vois, je pense qu'il peut même tomber du coup hors top 10, que souvent il va tomber derrière Tua, derrière Prescott, et voire même en fonction des aspirations de chacun en fantasy, mais que la hype d'un Aaron Rodgers passe dessus, qu'un Anthony Richardson passe dessus, qu'un Daniel Jones qui a un très bon plancher passe dessus. Et en vrai, très vite, tu peux te retrouver à le drafter en quarterback 15 ou 16, et ça me paraît anormalement bas. Donc
On verra. On verra Ouais, sur ouais. l'ensemble des. On ira voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre leur ligue, il y a encore des places, mais on verra avec nos camarades de Fantasy Ballers, eux qui ont un accès à du coup pas mal de ligues en tant qu'organisateurs. On pourra s'amuser, si vous voulez, en off, à fouiller quelques stats. Et n'hésitez pas à nous envoyer un DM. Moi, je me ferai un plaisir de regarder avec eux s'il y a des joueurs qui tombent un peu comme ça, anormalement en value. Yes. Voilà. Alex, la dernière question de l'épisode. Qui est ton vainqueur de division? Bah, les Bengals. Je trouve que c'est ceux où il y a le moins de risques. Et Ok, donc, je choisirais plutôt cette cote-là. C'est quoi déjà, on a dit 2,40? Ouais, ouais. c'est ça. C'est notre 4e division. Et c'est donc la 4e fois que tu donnes le vainqueur de l'année dernière qui fait back-to-back dans sa division. Ah, moi, je fais que ça quasiment. Il y a une. Non, il y en a 3 où. Ouais, il y en a 2 où j'ai pas fait ça. Ok. Il y en a une, j'ai honte. On verra plus tard. J'ai hâte de voir. Oh oui, je sais de laquelle tu parles, mais ce sera drôle si tu ne changes pas d'ici là. Bon, écoute, de mon côté, je vais mettre les Ravens. Voilà, c'est. Je les vois faire vraiment mieux. Je pense que les deux équipes peuvent être à 11. Et un peu comme ce truc Seahawks-Niners, je vois bien les Ravens capables de prendre le dessus dans la division et par conséquent se mettre en bonne position. Je pense en plus que c'est une condition sine qua non pour eux pour se donner encore une fois un bon seed en playoff et éviter l'upset. La saison dernière, encore une fois, tu sautes parce que tu gères mal certaines fins de match, tu te retrouves en 17 et du coup, c'est compliqué de rêver en playoff parce que tu dois enchaîner 2 ou 3 exploits pour aller loin. Donc là, voilà, j'ai envie de les voir au-delà même des 4 premières places. J'aimerais bien même aller les voir chercher les 12 victoires et verrouiller un top 3 et jouer vraiment le 5e ou le 6e de la FC, quoi. Même si c'est pas un cadeau en AFC, leur donner des matchs à domicile avec de la confiance et un plan de jeu bien établi. Voilà Ouais. pour C'est vision. l'AFC Nord. Alex, pour le prochain épisode, je te laisse annoncer la division. C'est la division des Bills qui ont fait donc la FC Est. Les Bills qui ont perdu justement le Divisional Round contre les Bengals. Donc on va passer chez eux. On va aller voir les Dolphins, les Pats et les Jets. Ce sera l'heure de passer tes dauphins à la moulinette de nos analyses. Ah, tu vas voir ça. Ouais, ça risque d'être assez intéressant. Ouais. En attendant, messieurs, dames, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. N'hésitez pas, on le rappelle, à nous suivre sur à peu près tous les réseaux, le front office. Là, on est en plein dans les divisions. Bientôt, on retournera sur les premiers previews, rewind, retour de la game zone, retour de la bye week, retour du no huddle. On se retrouvera très rapidement pour la FC Est. Bonne fin de journée à tous et vive le football.